Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence chez CyberV. Donc pour ceux qui nous découvrent, parce que j'ai vu qu'on a eu beaucoup de nouveaux membres grâce à cette conférence, CyberV c'est une association à but non lucratif. Donc on est à loi 1901 et on fait du bénévolat. On réalise des événements pour la communauté cyber, mais aussi pour les débutants, pour ceux qui souhaitent s'initier au domaine, et encore plein d'autres activités super intéressantes. Je vous présente du coup pour cette intervention Easy, qui sera Salut. l'intervenant technique, si tu souhaites te présenter. Bah moi du coup c'est Easy. Actuellement je suis alternant en tant que pentester, mais sur mon temps libre j'aime beaucoup faire du reverse et de l'analyse de malware aussi. Donc du coup Emre m'avait contacté pour l'aider sur la présentation à trouver un malware actif, ce qui est pas forcément simple, et à essayer de l'analyser avec lui, donc en dynamique et en statique. Et voilà. Merci. Oui, du coup, dans le cadre de cette conférence, on va vous décrire les techniques utilisées par un malware actif. Donc, c'est un malware avec lequel on a eu beaucoup de mal. Mal dans le sens où on a eu beaucoup de mal à le trouver. Mine de rien, c'est un peu difficile de trouver un malware actif. Par contre, du coup, je préfère vous prévenir que dans cette conférence, on va présenter des techniques d'attaque qui sont utilisées de nos jours et qu'il ne faut pas les reproduire, évidemment. Ici, on reste éthique, on reste légal. Donc, je suis obligé, par principe, donc, de citer quelques articles de loi, notamment l'article 323-1 du Code pénal qui punit le fait d'accéder ou de maintenir de manière frauduleuse un système, un stade, donc un système de traitement automatisé de données, concrètement un ordinateur. La peine encourue peut être de 3 ans et 100 000 euros d'amende. Un autre truc qui est super intéressant à connaître, c'est l'extraction de données. Donc ça, c'est l'article 323-3 du Code pénal. Il punit le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système d'information et de les extraire, les détenir ou les reproduire. Là, la peine encourue, c'est 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Et enfin, il y a tout ce qui est lié à l'usurpation d'identité en ligne, le RGPD, et etc. Mais concrètement, au total, si vous faites ça, si vous essayez juste de faire ça, vous perdez presque un tiers de votre vie. Donc voilà, je vous recommande pas, ça vaut pas le coup. Au contraire, si vous voulez analyser les malwares, là vous êtes vraiment du bon côté. Donc, dans cette conférence, on va tester devant vous et on va l'analyser. On va analyser un malware qui est actif encore aujourd'hui. On a eu beaucoup de mal à le trouver. En fait, pour vous dire, initialement, on voulait le trouver, enfin, je voulais le trouver sur des communautés Discord un peu spéciales, dont les activités sont illicites. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est là où Easy a intervenu et m'a débloqué sur la situation. Donc, on a complètement switch de périmètre et au lieu de chercher un malware qui est caché potentiellement dans un cheat ou, ou autre tool qu'on peut retrouver sur Discord, on est passé sur GitHub. Et sur GitHub, ce qu'on a découvert est assez fou. Je vais laisser justement Easy en parler. Ouais. Bah à la base c'était déjà arrivé dans un des anciens blogs, bon, qui est dans maintenant pas mal de projets GitHub, qui aime bien rajouter une petite ligne un peu cachée sur le côté qui exécute d'autres choses et tout plein de loaders. Donc là, c'est un peu sur le cas où on est tombé. On a cherché sur GitHub à deux. Je connais plutôt les mots-clés pour trouver ça en général. C'est dans les stealers ou les cryptors, ce genre de choses que c'est bien montré. De toute façon, je vous montrerai le GitHub. Là, il est plus actif, mais j'ai des screens de tout ce qu'on a cherché. Et bah voilà, je sais pas si t'as autre chose à ajouter, Emre. De mon côté, j'ai rien d'autre à ajouter, juste encore voilà une dernière prévention d'un point de vue éthique et légal. Parce que du coup, les techniques présentées sont des techniques qui peuvent contourner les antivirus actuels. Voilà, surtout ne reproduisez pas ça. Donc je te laisse continuer, Easy. Ouais. Bah du coup, comme je vous avais dit, on avait cherché sur GitHub premièrement. Donc on était tombé sur un GitHub qui montrait un stealer qui s'appelait Muck. Donc ce stealer à la base, il était censé être open source, il n'y a pas forcément des choses cachées à l'intérieur, enfin qui étaient censées être cachées. Comme on peut le voir, il y a du code d'un stealer classique, mais il y a une autre backdoor dans ce stealer. Donc comment on l'a trouvé? C'est tout bête. Est-ce que là vous voyez peut-être quelque chose de bizarre sur le screen qui est à droite? Il y a une chose qui est pas vraiment normale. Ouais, non, pas forcément dans les imports, mais là il y a un petit truc au niveau de ma souris. Ouais, dans les imports, ouais. Mais il y a une petite barre, on peut scroll vers la droite. Ça c'est la classique en général, c'est souvent caché comme ça.
Ouais, t'as full espace avec, ouais, c'est plutôt vicieux. Donc en scrollant un peu vers la droite, bah, on peut voir ce bout de code qui était caché, qui run une commande pip et qui installe plusieurs modules Python. Et à la fin aussi, du coup, il installe pip, donc il installe Fernet, qui est une méthode de chiffrement, enfin qui est un algo de chiffrement. Est-ce que je peux vous retrouver peut-être le... Ouais, si c'est bon, j'ai le code source. Attendez. Je vais peut-être j'ai changé mon stream 2 secondes pour vous montrer un peu la tête du truc, ce serait mieux. Hop. Là, vous voyez bien? Là, normalement, il y a mon VS Code. Donc voilà. Ça, c'est quand j'ai clone le repo. Juste à droite. Ouais, faut bien scroller en plus. Voilà, tac, là, il y a tout. Et on voit que il exécute, voilà, il exécute ce bout de code qui est bah, la charge utile du premier loader. Donc il importe la fonction Fernet. Puis ensuite, il va exécuter bah, le déchiffrement de cette grosse chaîne qui est représentatif du cipher Fernet avec cette clé. Donc en mettant sur Cyberchef les infos avec bah, le Fernet, on obtient bah, un nouveau script Python qui est re-exécuté à travers le loader. Donc qu'est-ce que fait ce script? Bah, c'est tout bête. Il va contacter trois URL. Enfin d'abord, il va déchiffrer les trois URL qui sont en base 104, là qu'on peut voir juste là. Et ensuite, il va les contacter une à une. Donc la première en priorité. Si celle-là marche pas, il va contacter celle-là, puis celle-là. En fait, c'est des fallbacks, ces deux-là. C'est au cas où si la première est down. Et s'il arrive à la contacter, et ben, il va décoder ce qui est sur l'URL et le foutre dans un fichier temp pour le réexécuter avec l'attribut hidden et system en arrière-plan. Ouais, Starkiller. Et ça, du coup, ça, c'est l'URL. C'est une des URL où il contacte. Donc, on voit qu'il y a un gros texte en base 104. Si on essaie de le décoder de base, vous aurez des octets un peu illisibles. C'est. Ok, ok, reste bien sûr. Euh, Bah, vous aurez des octets qui sont un peu illisibles. C'est pas forcément visible à l'œil humain, quoi. C'est des octets. Mais du coup, dans le script juste avant, il y a un mini algo en fait qui déchiffre. Donc ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément envie de faire cette partie-là en statique. Pour le mini algo et le comprendre, pour déchiffrer, j'ai surtout demandé à Claude. Donc il m'a dit que bah, le cipher, en fait, le déchiffrement, c'était juste du pass 104. Et ensuite, il y avait un mini algo qui était bah, le cipher de l'index, enfin, qui était ça en fait. Pour chaque lettre, tu prenais la lettre et tu mettais P qui est bah, le char chiffré moins la clé. Donc la clé, elle était encodée dans le script. Qui était où? Je la retrouve plus, mais là-dedans, il y a une clé qui permettait de déchiffrer bah, ce gros blob en base 104. Ouais, il y a pas mal de loaders, c'est une grosse chain, on va dire. Enfin, c'est une chain assez basique, mais elle est plutôt grosse, mais en vrai, elle est assez simple. Ouais, ouais, il y a un gif qui... Ouais, comment j'étais pas là, bah, désolé, je te montrerai rapide si tu veux, Phoenix. Donc une fois après le gros blob en base 104 décodé, ça redonne encore un nouveau script, qui est un second loader, qui lui, cette fois-ci, bah, va installer 7-zip, que vous connaissez, hein, c'est pour des IP des archives sur Windows. Euh, donc ça, c'est le script que j'ai utilisé pour décoder. Enfin, c'est le script que Claude m'a sorti pour décoder ce gros blob. Je lui ai juste donné la clé et puis le reste, je lui ai demandé juste l'algo pour décoder. Donc ça m'a donné ce script. Alors ce script, qu'est-ce qu'il fait? Il va contacter encore une fois trois URL. Donc la première, code sandbox, si elle marche pas, il va contacter ces deux-là en fallback. Là-dedans, il y a encore une nouvelle clé qui est celle-ci. Et il y a une autre clé qui permettra de déchiffrer l'archive qui va télécharger. Donc je vais vous montrer. Donc là, dans un premier temps, on va faire comme s'il contactait YouTube, parce que Code Sandbox nous était down quand on avait reverse. Il avait contacté YouTube. Et là, c'est là où c'est très malin, vous allez voir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc ça, c'est l'URL YouTube et contact. C'est une de ses vidéos qu'il a mis en non répertorié. Et est-ce que vous voyez dans la description YouTube ce qu'il y a? C'est ça, ouais, c'est ça, Slap. Ouais. En gros, il a caché une URL qu'il a chiffrée et mis en position 4 dans sa description dans la description de sa base, de sa vidéo sur YouTube.
Donc ce que je trouve qui est assez malin, et lui, pour éviter de faire un gros travail de parsing sur la vidéo, parce que quand on essaie de faire ça, bah tu verras Vélo ce qu'il fait après. Euh, Bah en fait, juste il utilise le petit point déodorant Kainrim Dimpo en tant que marqueur, et il récupère toute la chaîne qui est associée à ça. Donc après, pour décoder cette chaîne, bah, il applique une autre méthode de chiffrement via la clé qui était dans le script juste avant. Et bah, ce qui lui donne une URL qui va permettre de faire son dernier loader. Ça en faisait beaucoup, ouais. Qui est à l'URL bah, merdcause39, voilà. Qui est une URL YouTube. J'aurais dû la cacher d'ailleurs, c'est ma faute. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. Donc voilà, moi je trouvais ça marrant. J'avais jamais vu de personnes qui cachaient leur payload dans des descriptions vidéo YouTube. Je sais pas si bah, non mais de toute façon, du coup, bah, une fois le zip qui est des JP, donc le mot de passe, il était aussi dans le script dans le deuxième loader qu'on a eu. C'est le même mot de passe. Donc en fait, il unzip cette archive, il y a 7zip, et ce mot de passe, ce qui lui donne bah, son dernier exécutable, qui est l'exécutable final, qui s'appelle searchfilter.exe. Donc bah, à partir de là, je l'avais mis sur Detected Cheesy. Malheureusement, j'ai oublié de screen, mais en fait, Detected Cheesy, c'est quoi? C'est un outil qui est vraiment sympa, ça va vous permettre de mettre un exe sur dessus, enfin sur l'appli, et il va vous dire avec quoi c'était dev. Donc là, il va te dire si c'est du C, si c'est du Python compilé, si c'est du JS. Et bah là, il nous avait sorti que c'était du Electron. Non, on l'a pas testé sur Any.Run, enfin si, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Je vais vous dire pourquoi. Euh, Bah, dans votre cas, c'était une appli Electron. Donc Electron, c'est ce qui permet de compiler des applis JavaScript euh, en exécutable. Donc, par exemple, votre Discord, c'est Electron. Enfin, je sais pas forcément ce que je dis, mais votre Discord, c'est compilé avec Electron, il me semble. Si quelqu'un peut me confirmer. Et bah là, c'était un peu pareil en fait. Leur dernier malware était dev en JavaScript, qui était bien obfusqué avant. J'avais tenté de récupérer le code source, que du coup, on peut récupérer le code source des applis Electron. Ouais, je sais pas si vous le saviez. Mais ça donne ça, ce qui n'est pas forcément lisible en statique. Et c'est là où on va devoir passer à du dynamique du coup. Et c'est là où on a eu pas mal de soucis. Ouais, c'est plus lourd aussi les applis électrons. Ouais. Je les lis super bien perso, il est menteur. Donc ouais, impossible à reverse en statique. Et c'est pour ça que le dynamique est vraiment pas mal. Mais il a mis pas mal de protection. Où, bah, du coup, on a dû le faire sur une machine physique avec un GPU. Parce qu'en fait, il a instauré plusieurs méthodes. Il vérifiait déjà s'il était dans une VM, comment il faisait. En vrai, c'est pas très compliqué de busquer, ouais, sûrement, mais je voulais montrer du dynamique surtout, c'était important. Et voilà comment il faisait. Il regardait si t'avais plus de 2 cœurs de CPU, donc ça va, dans une grosse VM. Il regarde aussi les registres. Il regarde aussi ta RAM, si t'as plus de 4 Go de RAM. Il regardait si t'avais un GPU. Il regardait ton IP aussi, si c'était pas une IP utilisée par tout ce qui est Fios Total, tout ce qui est service qui analyse. On avait sûrement d'autres, mais je les ai pas forcément trouvés. Mais du coup, bah, la détonation. Donc la détonation, c'est quoi? C'est en fait, tu lances ton sample, donc l'exécutable, sur une machine directement, qui est normalement pas connectée en réseau. Donc moi, elle était connectée en réseau, mais dans un environnement qui était un peu isolé. Donc en regardant une fois l'exécution, on voit qu'il lance un PowerShell qui lance deux commandes. Donc d'abord un SCH task. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah, il y a clairement marqué, mais ouais, c'est ça, c'est pour de la persistance. Ouais. En fait, là, ce qu'il a fait, à chaque fois qu'il relance sa commande, enfin, à chaque fois qu'on se relogin, il va relancer l'exécutable en fait. Il s'est copié déjà dans un dossier temporaire et il va se relancer à chaque fois qu'on se login. Et aussi, bah, il y a une autre commande qui est exécutée, il delete tout ce qui est shadow copy pour éviter bah, toutes les restaurations système to reset. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et aussi d'un point de vue réseau, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte bah, une URL Telegram.
Et c'est là où c'est plutôt marrant, en fait, parce que eux, ils n'utilisent pas un serveur C2 comme Sliver ou Cobalt ou ce genre de choses. Eux, ils utilisaient directement Telegram avec une API et un bot pour communiquer avec les clients qu'il a infectés. Et ouais, et le professeur, vous allez voir pourquoi. Et du coup, quand il a contacté ses deux Telegram, on a pu, bah, via un proxy HTTP, parce que du coup, c'est de l'HTTPS sur Encode avec Wireshark, on voit pas forcément les requêtes, mais en mettant un proxy HTTPS et un certificat qui est trust, ça passe. En fait, on peut voir bah, les requêtes qui sont déchiffrées. Il y a certaines applis, donc il y a HTTP Debugger. Là, c'était une autre appli ce que j'ai utilisé, c'était, je vais vous dire, ça s'appelle Progress Telerik Fiddler. C'est pas mal non plus. Mais t'en as plein d'autres, même Burp, je pense que ça marche. Ceux qui font du web. Et donc, en regardant un peu bah, avec le token API qu'on a eu dans l'URL hardcodé et l'API Telegram, on peut voir bah, ce que les attaques envoient. Donc là, par exemple, on peut voir la dernière personne qui s'est fait infecter, c'est un Anglais. Avec cette IP, il marque aussi bah, l'antivirus, le CPU, la GPU, aussi le statut du AC. J'ai pas pu forcément trouver tous les IOC, j'ai pas, on n'a pas eu beaucoup de temps. Et non, c'est pas Tiger. Et non, il me semble que c'est surtout un stealer, parce qu'il récupère tout ce qui est mot de passe Steam. Enfin, il récupère tout ce qui est session Steam, mot de passe Instagram, Google, tout ce qui est dans un navigateur. En fait, ça c'était Telerik, Fiddler, que j'utilisais. Ici, ça s'appelle un truc. Ça, c'est une suite. Non, c'était pas Process Monitor. C'était. Comment ça s'appelle? C'était Process Hacker, voilà. Tout celui-là, c'est Process Hacker que j'utilisais pour voir l'arbre de processus. Tu peux voir les sous-process d'un process. Donc, ça, c'est celui-là qui était lancé par Search Filter, par exemple, qui est l'exé qu'on a déchiffré, qu'on a récupéré. Euh, Après, pour le reste, bah, c'était surtout du statique. En regardant le code, bah, là, on n'a pas forcément utilisé d'outils, mais pour le dynamique, je vous conseille surtout d'utiliser tout ce qui est suite Windows. Aussi, là, pour Account PowerShell, on aura pu l'avoir directement dans ce qui s'appelle l'Event Queuer sur Windows. Et aussi pour les connexions réseau, ce genre de choses, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Bon, il y a plein d'outils, hein. Tout ce qui est Suisse, tout ce qui est la suite sysinternal, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille de tester, de voir un peu ce que ça ressort sans exécuter de malware, mais juste comme ça sur votre système, vous voyez que ça ressort pas mal d'infos, tout ce qui est connexion vers serveur distant, commande exécutée, process créé. Déjà, rien que voir ça, c'est déjà pas mal. Et puis, si vous faites de l'analyse de malware, ce genre d'outils, c'est vraiment des mines d'or. Ça vous permet de. Bah là, dans notre cas, on n'a même pas reverse le code, hein. C'était pas forcément technique. On a juste regardé les logs que ressortait Windows. C'est vraiment rempli de logs Windows de base. Et donc voilà, bah, à la fin, on a réussi à retrouver tous les. Donc il y avait 3 URL Telegram en tout. On a montré qu'une là. J'ai pas montré le token. Euh, mais il y en avait 3 en tout. Avec bah, tous les clients qui étaient infectés. Et voilà. Est-ce que Emre, t'as d'autres choses à ajouter? Je pense que oui. Il y avait d'autres choses prévues. Il y a d'autres choses qui ont été prévues pour vous. Alors, avec toutes les datas qu'on a récupérées, je vous avoue qu'on s'est un petit peu aussi amusé avec le bot de Telegram. Parce qu'en fait, bon, au niveau des droits, vous vous en doutez, c'était très mal géré au niveau des droits. Donc, il était possible de récupérer pas mal d'informations. Et c'est là qu'on a remarqué, par ailleurs, ça c'est un petit peu dommage, malheureusement, mais on a remarqué en fait que bah, dommage pour nous, non, c'est très bien pour le public, mais un autre analyste avait signalé pile poil un jour avant nous le repo GitHub. Donc tout ce qui est lié à ce malware a été supprimé, en tout cas tout ce qui est visible sur GitHub, Il y a c'est 4 jours. supprimé. Ouais, il y a 4 jours, c'est ça? Il y a 4 jours, il a report et hier, le repo a été supprimé. C'est... Ouais. Quand Emre m'a envoyé le lien, il a dit putain, regarde, il y a un mec qui l'a trouvé et tout qui a été supprimé. J'ai été dégoûté. Vous imaginez pas comment j'étais.
Ouais, franchement, on était dégoûtés. Du coup, on s'est dit, vas-y, tant bien que mal, on va essayer de récupérer ce qu'on peut avec le bot Telegram. Et on a utilisé notamment, donc je vais les créditer, hein, l'outil de Paul Bera, qui a créé un outil donc disponible sur GitHub open source pour interagir avec l'API d'un bot Telegram. Donc, si vous avez le token et le chat ID, vous pouvez interagir avec l'API d'un bot. Et notamment, donc, premièrement, récupérer quels sont les admins du chat, quels sont les membres, euh, écouter s'il y a de potentiels nouveaux membres qui viennent, et surtout, dump des messages. Et c'est là, en fait, où moi j'avais remarqué, quand on avait essayé de dump des messages parmi les trois bots qu'on a trouvés, que sur un des bots, un chercheur, en fait, on pense que c'est un chercheur, avait réussi à prendre le contrôle du bot. Il avait pris le contrôle du bot et en fait, pour, depuis 2 jours, il a spammé, je crois, 1200 messages au total de trolls, de trolls et d'informations personnelles concernant le hacker parce qu'il a réussi à le retracer. Euh, Évidemment, moi, c'est des infos que je ne vais pas vous donner. Euh, Par contre, ok, on m'entend. Bah, c'est moi le problème. Désolé. Je vais envoyer dans le chat un rapport HTML qu'on a généré avec l'IA sur toute la kill chain, sur justement les découvertes qu'on a fait liées au bot Telegram et, et les quelques messages humoristiques de chercheurs. Donc, ouais, franchement, c'était une découverte assez surprenante sur le coup parce que c'est parti tellement vite en fait qu'on n'a pas pu nous reporter avant lui. Bah, bravo à lui et aussi bah, bravo pour ce qu'il fait pour protéger la communauté. Donc voilà, j'aimerais vous présenter quand même une mind map qui a été fait avec Obsidian, notamment pour voir en fait tout ce que visait l'outil. Et en fait, on voit très vite via les, euh, les domaines qui étaient visés que ce stealer était complètement visé pour les gamers. En fait, la cible principale de ce stealer, c'était les gamers. À partir du moment, notamment, où vous aviez une carte graphique, vous étiez fiché. Et parmi les comptes qui étaient volés, comptes ou tokens, il y avait tout ce qui était crypto, donc Binance, Coinbase, Finance également, les adresses mail classiques, mais surtout plein d'applications de jeux. Donc Minecraft, Riot Games, Steam, Epic Games, Roblox, Origin, et j'en passe. Donc de là, on peut aussi se dire indirectement que est-ce que aujourd'hui l'une des cibles principales des attaquants ne serait pas justement les gamers qui sont ceux qui utilisent le plus les ordinateurs aujourd'hui. Et alors attendez, je vais mettre l'obsidian sur mon autre écran parce qu'il il apparaît pas sur le l'enregistrement et ça ce serait dommage. Hop, il est où, il est où? Il veut pas. Islog. Bon, c'est pas grave. De toute manière, je compte le joindre. Mais voilà, concernant cette mind map, il y a aussi des aspects intéressants sur le staging, comment le, le malware est déployé, notamment via le détournement de services totalement légitimes, comme YouTube, Google Doc, Dropbox et encore plein d'autres. Et bah, on se dit qu'au final, les attaquants de nos jours utilisent de moins en moins d'infrastructures qui vont setup eux-mêmes euh, pour bah, peut-être laisser moins de traces, pour avoir moins de, de frais lorsqu'ils doivent maintenir leur propre infrastructure. Parce que là, en quelque sorte, cette infrastructure, elle est totalement gratuite. Ils ont utilisé que des services gratuits. Et bah voilà, après, j'ai rien d'autre à ajouter. Je sais pas si ici j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Non, bah c'est Mais good. du coup, c'est une chaîne assez simple. Vous avez vu, c'est pas forcément dur de se cacher. Là, tout ce qu'ils ont utilisé, c'est juste des services légitimes pour pas que l'antivirus lag ou l'EDR. Ils se font passer tout leur trafic à travers YouTube, Dropbox, Telegram. Euh, il y avait autre chose que je voulais dire.
Donc là, on n'a pas pris forcément quelque chose qui était énormément reverse comme un binaire en C ou ce genre de choses. Là, il a vraiment utilisé des techniques assez basiques, mais à force d'enchaîner plusieurs loaders, ça, ça rend quand même plus compliqué à reverse. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont des questions sur notamment une des phases du loader ou chose qui aurait été mal compris. Parce que je sais que j'ai été assez rapide. Ça a pris combien de temps tout reverse? 2-3 heures, je dirais. Je sais pas s'il avait un VC bypass. Je t'avoue que j'ai surtout target jusqu'à trouver l'URL du C2 ou j'ai pas forcément cherché tous les IOC. Donc là, les IOC, c'était l'URL YouTube, la tâche planifiée. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les requêtes vers Telegram avec le token API et les ID du bot aussi. Il y en a sûrement d'autres, il y en a sûrement beaucoup d'autres, Ouais, de toute manière, mais j'ai pas forcément à tous les chercher. de toute manière, tout est récapitulé dans le rapport qui est envoyé dans le chat. Je crois qu'il faisait des screenshots, hein. C'est possible, j'ai pas été jusqu'à là. Si, si, moi il me semble avoir vu ça. Il faisait des screenshots et c'était envoyé justement via les bots. Est-ce qu'il y a pas moyen d'ailleurs de montrer les messages du mec qui a trollé les, Ouais. Bah, les acteurs malveillants en vrai, pour être sympa? je vais. Parce que du Alors, coup, on pense que c'est le chercheur qui a trouvé ça il y a 4 jours, qui a retrouvé le bot et qui a envoyé des messages pour ouais. troller les attaquants. On pense que c'est cette même Ouais, personne, c'est mais drôle. on va pas dénoncer, hein. Donc, ouais. Il y a. Il y avait pas mal de messages drôles. En tout cas, à 98% c'était du troll. Ensuite, il a voulu les faire peur en le menaçant, en disant oui, je connais tous vos pseudos, tout a été reporté à GitHub. Voilà. J'ai déjà partagé toutes vos failures techniques avec l'équipe GitHub Trust et Safety. Mais c'était du flood et moi je pense que c'était automatisé vu en fait que ça a été envoyé sous un laps de temps très très court. Voilà. Ouais, voilà. Bon, celui-là c'est peut-être. Vous avez utilisé, il y a le professeur. Et le professeur, c'est un des. Alors, du coup, avec les bots, il y avait certains droits. On a pu énumérer aussi, par exemple, les acteurs malveillants. Donc, il y avait plusieurs pseudos. Il y avait un mec qui s'appelait le professeur, c'est pour ça que mon arc dit ça. Mais il y avait d'autres. Attendez, je vais essayer de vous les retrouver. Je les ai là, je les ai. Il y avait. Ouais. Ouais, il y avait. Bah, en fait, il y avait que le professeur, le reste c'était des bots. Non, il y en avait un, je crois que c'était un vrai pseudo. Non. Cryboss. Celui-là, euh, MCST. Ouais. Non, regarde, celui-là, là. Il y avait un, donc ça, c'est un des acteurs, c'était un des télégrammes de l'acteur malveillant. Il y en avait sûrement d'autres, mais on n'a pas forcément tout. Le DR. Le DR. Après, je pense que le DR peut quand même trigger l'appli Electron. Mais Ouais. Bah, en dehors de ça, généralement en entreprise, tout ce qui est Telegram, Discord, c'est souvent bloqué par le firewall des. Donc ça bloquera même à ce niveau-là, en dehors du malware en fait. parle de quel EDR alors, Philop? Je pense qu'il parle de. Emergency Data Request. Oh, non, il parlait pas de cette EDR du coup. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais couper l'enregistrement. Une question plus haut. C'était quoi ta question? Plusieurs checks de GPU. Ouais, il y avait justement ce qu'on a utilisé. En gros, lui, il expliquait juste s'il y avait un GPU qui était associé. Il regardait pas forcément la marque ou le modèle du GPU, mais attends, j'essaie de te retrouver d'ailleurs tous les checks, je les avais notés quelque part. Bon, même si c'était un débutant, il faut quand même croire qu'il a pu toucher plus de 1800 victimes en un temps assez court. Parce que là, les 1800, c'est uniquement ce qu'on a récupéré, sachant que on n'est pas allé loin, vu qu'on a été très vite rate limit par Telegram. Euh, mais je pense que ça a touché beaucoup plus que seulement 1200, 1800, pardon. Sachant que L'infra était présente depuis assez longtemps, parce que j'ai vu les commits, les derniers commits enfin les premiers commits du GitHub, c'était vers
C'était en 2024 ou 2025. C'était vers septembre 2025 ou 2024, je sais pas. Niveau antivirus, alors au niveau antivirus, il checkait, ouais d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y avait un check. Il regardait si ton Windows Defender était actif avant avant de s'exécuter. S'il était actif, il s'exécutait. S'il n'était pas actif, il considérait qu'il était dans un environnement de debug et donc il s'exécutait pas. Il y avait un anti-VM, ouais, il y en avait. Comme j'ai dit, il regardait ton CPU si t'avais plus de 2 cœurs. Il regardait aussi ta RAM si t'avais plus de 4 Go. Si t'avais un GPU. Il regardait ton IP. Il regardait aussi si tu le tournais sous J'ai pas VirtualBox. su- Ouais, il regardait. Ouais, aussi, il regardait tous les heuristiques liés à VirtualBox, ouais, aussi. Si t'avais VBguest ou ce genre de choses. Donc le mieux, dans ce cas-là, c'était carrément de lancer sur une machine la dézonation. Sur une machine physique qui sert un peu à rien, que j'ai sur le côté, que je lance deux, trois fois pour ce genre de choses. Moi, ça m'évite d'avoir toutes les galères avec les VM. Ouais, il y a Check Réseau. Il regarde ton IP externe. Il regarde si t'as une IP qui est liée par exemple à Cloudflare ou ce genre de choses. Typiquement, c'est ce qu'utilisent tous les services comme AnyRun, Virus Total pour analyser. Et regarde si t'as une de ces IP, si t'as une de ces IP, il s'exécute pas. Mais du coup, moi c'était mon IP à moi, dans un VLAN qui était isolé. Ouais, ouais, assez drôle. Surtout la partie YouTube, j'ai jamais vu ça. Par contre, les vidéos YouTube étaient sympas. Ouais, il y en avait pas qu'une, hein, il y en avait plusieurs d'ailleurs. C'est ça qui était bizarre. Bon, je... bah, de mon côté, je vais couper l'enregistrement. Super stable, on bouge dans ta DMZ. Mon pote fait du moulin sur ton sas. On dort jamais, café, red, plus petit stress. Mais t'inquiète, je suis OP, je vais pas chez ton adresse.